Bonjour André. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de finances de marché. Alors, je vais vous inviter d'abord à fermer tout appareil électronique, votre téléphone, pour éviter de distraire notre équipe. Est-ce que vous aimeriez que j'ai ces instructions en français ou en anglais? Peu importe. En français. Bienvenue à l'Union financier 2016. Avant de débuter, pourriez-vous confirmer que vous êtes l'équipe lettre B? Oui. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide des cartons indicateurs, donc à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. La dernière 10 secondes sur mes doigts et pleine. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez à parler. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. Alors, premièrement, bonjour. Ça me fait extrêmement plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour vous apporter finalement nos recommandations par rapport au cas d'équipement agricole Normando. Je me présente, je m'appelle André Manche, je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue de l'équipe B, Lindsay Gresham, ainsi que de Jérémy Lebelguet à ma droite. Donc, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite embarquer dans le vif du sujet avec une petite introduction. Donc, rapidement, vous pouvez voir l'horaire du jour. Là. On va débuter avec un petit contexte, histoire de mettre tout le monde sur la même page un petit peu. Par la suite, on va embarquer avec 3 mandats très clairs. Donc, on va passer par-dessus chacun de ces mandats-là, un par un, et puis pour finalement en arriver avec une conclusion finale, donc une recommandation que l'on ferait à notre supérieur. So first of all, we'd like to give a quick overview of Équipement Agricole Normando. So this company operates by manufacturing farming machinery, and they operate at a worldwide level. The manager himself has been in this business for over 30 years as a CEO, running it to become an extremely successful company. This company is now deciding to develop new product lines and expand into a new market, Russia specifically, and this is one of our mandates that we want to take into consideration throughout our financial analysis. So if we go quickly over the 2 main profiles that we'll be looking at throughout the rest of this presentation, we see Mr. François Normando as the CEO, and his goal is really to protect his capital. He has very strong family values, and he wants to be able to pass this on to future generations because this is a company that's existed since the 19th century. Andrea Levesque is a career woman. She's very driven. She doesn't necessarily have to work, but her drive has her developing her own career, as first working as a cégep teacher for about 12 years. Now she's in the investment committee, running as a principal of a high school, and dealing with budgets on a yearly basis and really getting a clear understanding of the financial markets. So this brings us to look at what our main mandate is. And what we want to do is propose to you, the managers of our wealth management division here at this bank, our 3 main mandates, which is first to create an investment profile or policies that will suit the profiles of Ms. Levesque and Mr. Normando. Second, analyze the current portfolio that they have, analyze their performance, suggest any adjustments that can be made to it, and of course, suggest a portfolio manager that we can attribute this mandate to. Third of all, we want to provide advice to this client, to Mr. Normando, as to managing his risks needs. So as we go on, my colleagues will continue to give you more insight. Exactement. Donc, pour le premier mandat, c'est de justement solidifier 2 politiques de placement pour ce qui est de M. Normando et Mme Lévesque. Premièrement, ce qui est très important de savoir en tant que firme justement de gestion de patrimoine, c'est d'appliquer le principe de la convenance. Donc vraiment d'y aller avec les besoins de chacun des investisseurs, et c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui. Donc M. Normando qui lui, comme on le sait, est à la tête de l'entreprise depuis 30 ans. C'est une entreprise qui a une très grande pérennité, qui risque d'en avoir une aussi longue que ce qui a été passé. Ce qui est très important pour lui, c'est de justement gérer ce patrimoine-là et de garder une certaine pérennité à tous ses actifs, sans trop demander, si on veut, du rendement de ces actifs-là au niveau des flux monétaires. Donc, ça va être une gestion qui va être axée sur la stabilité et un aspect plus défensif. La tolérance au risque de M.
Normando est aussi très faible. Donc, c'est un investisseur qui désire justement garder les actifs qu'il a eus par le passé et qui désire redonner aussi beaucoup à ses petits-enfants, comme il avait été mentionné dans le cas. Donc, c'est avec cette perspective-là qu'on va justement aborder les contraintes. Donc, il y a un besoin de liquidité très faible à son niveau parce que, comme c'était mentionné dans le cas, les dividendes de sa compagnie vont être assez élevés pour faire vivre lui et toute sa famille durant les prochaines années. Donc, au niveau vraiment de la gestion de patrimoine, ce qui va être appliqué à son égard, ça va être une politique stable et justement défensive pour assurer qu'il n'y ait pas de baisse au niveau de ça. L'horizon de placement, bien sûr, est à perpétuité parce qu'on parle d'un patrimoine qui est en constante croissance et qui va être redonné à la famille. Donc, c'est très important d'avoir ça en perspective quand on va construire le portefeuille. Et il y a aussi des considérations fiscales, donc tout ce qui est justement illégal. Donc, le potentiel justement du compte CELI, tout dépendant de la grosseur, mais il y a des cotisations maximales qui vont peut-être être bénéfiques au niveau du taux d'imposition et de l'impôt qui va être prévu à ce sujet-là. Donc, la politique de placement qu'on est ici et qu'on suggère pour M. Normando, vu justement son aversion, si on veut, au risque, l'horizon de placement qu'il a demandé et justement la préservation du patrimoine qu'il désire avoir, on va justement y arriver avec une politique de placement stable et défensive, comme on va pouvoir l'approfondir justement avec le portefeuille standard qu'on va approfondir dans le mandat numéro 2. Donc maintenant, pour ce qui est de Mme Lévesque, Mme Lévesque, a priori, c'est une femme de carrière. Ça a été fait mention justement dans le cas où c'est une femme qu'on peut qualifier de forte et justement qui désire aussi, par la suite de son implication avec la direction de l'école secondaire, redonner à la communauté par la création justement d'entreprises rayonnantes, comme elle le fait présentement. Et elle va avoir besoin de justement financement à ces activités-là. Donc, l'optique de placement pour Mme Lévesque va être concentrée sur des placements qui vont lui permettre d'avoir des flux monétaires stables et constants dans les prochaines années pour justement avoir tout le temps des liquidités pour financer ces projets-là. Donc, ses besoins en liquidité sont modérés et constants. Donc, si jamais elle a des projets futurs, elle va devoir justement avoir des placements de type justement d'obligations corporatives ou d'obligations qui vont lui permettre d'avoir un revenu fixe là, et constant. L'option de placement, c'est un financement qu'on parle de long terme, des projets qui n'avaient pas été spécifiés de date là, X butoir, si on veut, pour ces projets-là. Je pense que c'est une personne qui désire rayonner le plus possible et je lui souhaite aussi. Donc, c'est vraiment ça à ce niveau-là. Puis au niveau fiscal et légal, tout comme ça, là, tout comme M. Normando, c'est juste une chose qu'on peut noter, mais c'est pas le facteur décisif à ce niveau-là. Donc, on va arriver avec une politique de placement qui, elle, va faire justement, va prendre en considération son besoin de financement régulier ou stable, si on veut, pour financer les opérations de ces entreprises philanthropiques. Et ensuite de ça, il faut avoir justement, elle qui a une bonne connaissance au risque, on va pouvoir aller dans des produits un peu plus diversifiés, peut-être que son mari avait. Donc justement, comme on a fait mention dans les obligations corporatives, un peu plus de risque à ce niveau-là. Et vu sa connaissance, elle va être capable justement de dire si oui ou non elle est capable de prendre ce risque-là, ce qui est très bien, avec un horizon de placement qui est long terme. Donc la politique de placement, on la surnommerait justement une politique qui est de générer des flux monétaires stables, constants, tout en prenant en compte du risque jusqu'où Mme Lévesque est capable d'apporter. Donc, au niveau de l'allocation, qui était la première partie, si on veut, du mandat 2, on peut voir nos pondérations actuelles et puis notre proposition. Donc, plusieurs changements relativement importants. Premièrement, au haut, on peut apercevoir que M. Normando possédait 15 % d'enquête. Donc, pour nous, c'est de l'argent qui pourrait faire du rendement. On parle d'un rendement de marché de 11 % qui nous avait été fourni. Donc, 15 % d'encaisse, c'est relativement beaucoup, particulièrement considérant qu'il est à la tête d'une entreprise qui génère énormément de dividendes. Donc, on dit qu'il est capable de vivre seulement sur les dividendes de son entreprise. Donc, 11 % pour nous, 15 % pour nous, c'est beaucoup. Donc, on voulait descendre
à 5 %. Puis on prévoit justement que son fils va lui apporter également des flux monétaires à l'avenir parce qu'il tente justement de vendre son entreprise. Donc on n'a pas besoin de positions aussi importantes en encaisse, ce qui m'amène à mon deuxième point, les obligations gouvernementales, obligations corporatives. On augmente les pondérations en obligations gouvernementales et corporatives parce que la règle du pouce, si on veut, hein, le rule of thumb qu'on dit en anglais, c'est l'âge de la personne moins, en fait c'est 100 moins l'âge de la personne, c'est la pondération en action souhaitable. On parle d'un homme de 60 ans, donc 100 moins 60, ça nous place environ à 40 % en action, 60 % en obligations. On est nettement sous cette barre-là. Considérant malgré tout les flux monétaires qui s'en viennent à revenu fixe, on n'a pas tenté de les rejoindre, cette pondération cible-là de 60 %, mais on voulait quand même augmenter notre position en obligations gouvernementales et corporatives. Corporatives, ce sont des obligations à plus haut risque, évidemment, mais on parlait dans les rapports de nos analystes que finalement l'écart entre le taux sans risque et puis les obligations corporatives étaient appelées à se rétrécir dans les années à venir. Ce qui veut donc dire que ce serait potentiellement pour nous un bon moment d'investir dans des obligations corporatives, profiter non seulement d'un retour en intérêt, mais d'un gain en capital possible également avec une chute des taux d'intérêt auxquels les obligations corporatives, donc les corporations se financent. Mais on tenait quand même à préciser qu'on cherche du 3A, au moins du AA+, plus, donc on cherche des obligations corporatives quand même relativement stables compte tenu du profil de risque de notre investisseur. Par la suite, l'autre changement majeur pour nous, c'est le changement de 7,5 % des actions américaines vers les actions canadiennes. Encore une fois, on a eu énormément de recherches de nos analystes qui nous ont fait croire qui nous ont fait convaincus en fait que le pétrole était en train de revenir à sa force des beaux jours, si on veut. Donc, on sait qu'au Canada, on est une économie très exportatrice de pétrole, donc on pouvait prévoir une hausse des prix du pétrole à venir. Également, hausse des taux d'intérêt prévisibles. Le dollar canadien, selon même nos analystes, en reprendrait sur le dollar US d'à peu près 0,5 %. Donc, ça peut être intéressant juste d'aller chercher au moins le gain en taux de change, en plus des perspectives de croissance qui sont très, très, très intéressantes selon nous et selon nos analystes, au Canada particulièrement, et un petit peu moins au niveau américain. Également, les chiffres qui nous avaient été offerts, c'est 12 % de rendement qui est prévu au Canada contre seulement 7 % aux États-Unis. Non, 7 % au Canada, pardonnez-moi, contre 5 % aux États-Unis. Donc, on a un rendement potentiel supérieur également à investir au Canada. Donc, pour nous, une espèce d'allocation tactique macroéconomique, pour nous, ce serait de se diriger vers le Canada, justement en évitant quelque peu le marché américain qui semble un petit peu moins enclin à croître comme on l'a vu par les années passées. Donc, si je peux juste me permettre, 4 points assez faciles. Réduire le niveau d'encaisse parce que c'est de l'argent tout simplement qui ne nous donne aucun rendement. Donc, ce n'est pas nécessairement souhaitable pour quelqu'un qui a une position financière très stable. Ensuite, augmenter la pondération d'obligation parce qu'on pense que pour un homme de 60 ans qui est à 5 ans de la retraite, ce serait important justement d'accorder une importance en obligation, compte tenu de l'aversion au risque également de cet homme-là. Particulièrement en obligation corporative parce qu'on voit des gains en capital possibles à venir. Opportunités dans le secteur corporatif, encore une fois, autant en action qu'en obligation au Canada, une perspective favorable particulièrement justement. Donc une pondération qui se verrait augmenter de notre côté de la frontière. So if we look at our mandate to choose one of the 4 portfolio managers that were suggested, this is a quick overview of what they're doing currently and what kind of returns they're making. So quickly, if we look at their sector weights, there doesn't seem to be that much of a difference, but the slight percentage point differences that exist currently between these have had an effect on their overall returns. For example, Manager 4, because they're only exposed about 8.5% versus all the other sectors towards energy, or sorry, 3% as opposed to the other sectors, they had less of an effect of that change, but they had more of an exposure to the metal markets, which caused, in effect, their more increased loss over this past year. We can also notice that in the past year, from September 30th to 2014, ending 2015, Manager 4 lost the most, and that's in accordance with the index, and we believe that this is related to its correlation, or in fact, it's downside relation with the stock market. But
this considering, if we go at the next, we want to have a more in-depth look at what these managers are doing and how they're performing more in a long term, more in a 3-year term, as opposed to just looking at their 1-year return, which wasn't necessarily the greatest for the sector allocations specific to some of these managers. So if we look at, first of all, their alpha, Manager 4 is generating the highest alpha, which is very interesting as a first point. Secondly, annualized return, it's still above market return of 11%. 11.5% we consider is a very strong return, especially considering that they're at a 0.8 market risk, or their beta is 0.8, which we believe is, according to the profiles of Mr. Normandot, it fits his profile very well, especially in terms of volatility at 12.4%, which is the second lowest standard deviation. And so taking all this into account, we wanted to evaluate based on 2 investment performance evaluation, which was the Sharpe and Trainer ratios. What we determined is in both these cases, Manager 4 really was able to outperform not only risk-free investments, but also outperform the market. And that is considering all these factors that fit really well with the profile of the investor that we analyzed prior. So if we consider, after that long, extensive analysis, we decided to propose Manager 4 for this client. And but we still want to consider some of the disadvantages and the advantages that this portfolio manager can bring. So I walked you through some of the main advantages. So for example, limited volatility, limited market risk. They use a bottom-up approach, which is aligned with our belief as analysts. We believe it's able to get very precise for the specific companies that you're looking at. But if we look at some of the disadvantages, as I mentioned before, they had the weakest performance in the past year. But we believe that this is related to the down capture ratio that was at about 82.51. On the other side, they have the highest, or one of the highest, up capture ratios. So you can see that it varies somewhat with the market, and it catches back quite quickly. And it has the highest exposure to metals and mining, which we believe is somewhat of a risk considering the current economies in that sector. We want to take into note and also, because they're in machinery, we believe that there's somewhat of a close correlation, so it doesn't really add much to be more exposed to that specific sector. So key takeaways of this, Manager 4 exceeds in risk-free over its risk-free investment and equity. It has the greatest suitability, or we believe it has the greatest suitability for the profile of our investor. And as to whether we should propose to hedge against the foreign exchange risk, we did an analysis and decided that, considering that they're already receiving revenues in US dollars, it wouldn't necessarily make sense to retransfer back and hedge against these foreign operations if they're operating in Canada. So this was one factor that we wanted to factor out. Parfait, donc si je passe au mandat 3 qui était, en fait, on a des opérations en acier inoxydable. Donc on va avoir des dépenses en acier inoxydable d'ici 6 mois. Et puis on veut couvrir finalement le risque d'une hausse importante du prix de l'acier inoxydable. Donc pour nous, il y a plusieurs contraintes sur lesquelles on devait porter attention, qui étaient particulièrement prépondérantes. Donc premièrement, consommation totale, on parle de 10 000 tonnes d'acier inoxydable dans 6 mois. Donc en un seul moment, en un seul investissement. Il faut prendre en compte également, on parle du marché des futurs, donc des contrats en termes en dollars US. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Il peut y avoir des fluctuations dans le taux de change qui sont importantes de noter. Les prévisions de nos analystes également, on prévoit une fourchette entre 55 et 60 dollars US pour le prix de l'acier inoxydable. Plusieurs risques également parce que nos analystes nous ont indiqué que c'était possible. Le risque était presque illimité à la hausse et à la baisse. On pouvait sortir de cette fourchette-là très très facilement. On parle d'un milieu où les marges sont relativement... en fait, on fait l'hypothèse que c'est un milieu assez compétitif, le milieu de la machinerie, très peu de barrières à l'entrée. Donc à ce niveau-là, il faut être compétitif. Donc on ne peut pas se permettre de payer plus cher que tout le monde, d'avoir des marges plus faibles. Également, à considérer composition, il n'y a pas seulement du fer dans de l'acier inoxydable, il y a une composante nickel, une composante chrome de 10,5 %. Le nickel n'était pas mentionné. Normalement, on se retrouve autour de 8 %.
Nickel et chrome étant très fortement corrélés pour nous, c'est environ un 20% là, qu'on veut sortir du calcul lorsqu'on couvre le prix du fer. Et puis le prix de l'énergie, évidemment, quand on parle de commodités, de minerais comme ça, de production d'acier inoxydable, c'est important de prendre en compte qu'on pense que les prix vont augmenter au niveau du baril du pétrole. Donc, la structure, assez simple, on parlait d'un achat, d'une option d'achat, donc un call à 3 $ qui nous amène à un niveau de 55 $. On en achète pour 70 options, donc 7000 tonnes de fer sous couverture. On a environ 8000 tonnes simplement de fer, 2000 tonnes de nickel et de chrome selon nos calculs. Donc pour nous, ça nous protège complètement d'une hausse à 55 $. Donc vous voyez rapidement les possibilités dans le marché, qu'est-ce que ça nous apporte. Donc le pire qui peut nous arriver, c'est qu'on achète à 55 $ plus une prime de 3 $. Et puis donc finalement, une recommandation. Mandat 1, c'était important pour nous de comprendre que la politique défensive de placement pour M. Normando, diminution de l'encaisse, augmentation tactique dans certains secteurs pour le mandat 2, puis une stratégie qui vise complètement l'upside risk pour la couverture. Non, mais vous me disiez, Jérémy et André, merci beaucoup. Très beau travail. Félicitations pour avoir présenté ça en 13 slides. C'est question. Je vais laisser mes collègues débuter. Oui, j'aimerais que vous réexpliquiez pourquoi vous pensez augmenter l'exposition au pétrole, considérant que l'entreprise de M. Normando, beaucoup d'entrées de fonds en roubles russes et en dollars canadiens. On n'avait pas les chiffres, malheureusement, des revenus en Russie. On parlait d'une exposition en Russie, également d'une exposition aux pays scandinaves. Donc oui, il y a certainement une exposition au marché du pétrole. Cependant, si on regarde les expositions de notre gestionnaire qui était choisi, c'était relativement faible malgré tout. C'était un risque qu'on était prêt à prendre, essentiellement parce que les pondérations en énergie n'étaient pas nécessairement très élevées. Et puis, c'est un secteur qui nous avait été recommandé par nos analystes à l'interne, comme quoi il y avait un potentiel de hausse des prix du baril. Donc, à ce niveau-là, c'est une allocation un petit peu plus tactique de se dire on va aller se diriger vers les secteurs vers lesquels on perçoit une croissance possible dans les jours et les années à venir. Et pourquoi pas les matériaux? Parce que dans le cas, il parlait des matériaux aussi. On parle des matériaux. Les matériaux, de notre côté, on n'avait eu aucune indication de la part de nos analystes comme quoi c'est un secteur qui est en vogue, un secteur qui est en croissance. On parle qu'on est acheteur de matériaux ici. Donc à ce niveau-là, on ne voulait pas se surexposer nécessairement des dépenses, que ce soit en acier, que ce soit en cuivre, peu importe le secteur, en fait, le sous-secteur des matériaux. Donc on ne voyait pas de croissance à ce niveau-là, puis on se trouvait déjà passablement exposé. Donc on choisissait un gestionnaire qui était un peu sous-exposé au secteur des matériaux. OK. Pourquoi vous n'avez pas considéré d'augmenter l'allocation aux actifs alternatifs? Simplement, en fait, parce qu'on avait très peu de données sur les gestionnaires alternatifs. En fait, on sait que c'est un domaine qui est assez vague. Ça peut être des infrastructures, ça peut être de la gestion de fonds alternatifs, ça peut être du placement privé. Donc, il y a un éventail de produits très différents. C'est des produits avec lesquels on est confortable personnellement. C'est des produits qui sont un petit peu moins liquides. On parlait de M. Normando qui voulait recevoir des nouvelles récemment de ce que ses actifs généraient comme rendement. Donc, à ce niveau-là, souvent, c'est des produits qui sont un petit peu moins liquides. Donc, on reçoit des rapports trimestriels, souvent, à moins de passer par des plateformes, Managed Account Platform ou autres. On reçoit des rapports mensuels ou trimestriels. Donc, ça ne convenait pas, selon nous, aux besoins de M. Normando. Compte tenu du fait qu'il y a de la liquidité du côté de son entreprise, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu se passer de liquidité au niveau de ses placements? Puis peut-être une autre sous-question, c'est comment vous avez considéré son portefeuille global et son patrimoine complet dans l'allocation d'actifs et dans le choix de secteur? Si je peux me permettre, oui, c'est quelque chose qui a été considéré. Justement, on disait, on diminue les pondérations. On est sous-pondéré, selon nous, par rapport à un portefeuille d'obligations idéal pour un homme de 60 ans. Donc, on diminue finalement le revenu en flux monétaire, essentiellement. Donc, pour nous, oui, on a pris ça en compte. Et puis également, dans la portion de Jérémy, c'était quelque chose, on a une politique stable et défensive, alors que pour Mme Lévesque, on cherche à générer justement des flux monétaires constants. Donc, on a fait une différence entre les deux. Il y a un besoin chez Mme Lévesque, plus ou moins chez M. Normando. Donc, c'est quelque chose qu'on a pris en compte dans notre allocation tactique également. Non, mais ça, pour poursuivre sur le même sujet. C'est ça, c'est quand Jérémy présentait vous avez mentionné le mot patrimoine, hein, Oui.
Mais c'est ça, mais dans la politique de placement, il faut que j'ai plusieurs sources qui rentrent. J'ai la compagnie qui verse un dividende. Plus, est-ce qu'il faut que je tienne ça en compte après ça quand je place, quand je compose mon portefeuille de placement? Ben, c'est sûr et certain, puis je pense que c'était mentionné dans le cas plusieurs fois où que les dividendes de la compagnie allaient être justement assez élevés pour couvrir tous les types de dépenses que la famille et les petits-enfants pouvaient encourir. Donc, au niveau, c'est sûr et certain qu'on prend ça en compte, puisque c'est une entrée d'argent, ça c'est sûr et certain. Et c'est là qu'on est capable d'avoir deux types de politiques de placement entre M. Normando qui, lui, désire garder son patrimoine et Mme Lévesque qui, elle, a besoin de liquidité et qui connaît le risque et qui est aussi plus à l'aise justement avec les produits qui se transigent sur les marchés. Donc oui, c'est un facteur à prendre en risque pour le niveau plus personnel. Puis ensuite de ça, ben, c'est toutes les activités qui sont propres à l'individu qui, eux, gravitent aussi autour de cet individu-là, comme Mme Lévesque qui, elle, a d'autres activités avec ses sociétés justement un peu plus philanthropiques qui, elles, désirent financer. Ben, sûr que ses besoins ses besoins primaires vont être comblés oui par la génération justement de flux au niveau de M. Normando, mais qui, elle, si elle désire justement avoir plus de liquidité sur le marché, ben, elle va aller vers le marché aussi. Mais on a vraiment pris ça tout en compte là, malgré justement la situation. Là.